Nous allons commencer. Donc, nous en sommes à notre troisième séance, l'avant-dernière. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du déploiement, l'optimisation et sécurité des sites web. Je vais faire un petit rappel sur les deux premières séances précédentes. Donc, durant la première séance, nous nous sommes appesantis sur qu'est-ce que le web. Donc, durant cette séance, nous avons présenté le web en général. Donc, qu'est-ce que le web? Nous avons dit que le web, c'est un réseau de machines interconnectées qui s'échangent des informations. Maintenant, l'échange d'informations se fait via des protocoles. Nous avons parlé notamment du protocole HTTP qui régit les règles de communication à travers le web. Nous avons également parlé de d'autres protocoles et du principe de communication à travers le web qui est l'architecture client-serveur. On a dit qu'un client, via son navigateur, va émettre des requêtes vers un serveur qui va traiter ses demandes et lui afficher des résultats. Et nous avons parlé globalement des navigateurs, des outils pour un développeur web et rapidement de quelques outils qui nous aideront à pouvoir concevoir des sites web. La deuxième séance, la séance d'hier, nous nous sommes appesantis sur les langages de programmation du web. Les langages de programmation principaux du web, parce qu'il y en a plusieurs, mais les langages principaux sont le langage de structuration des pages web, HTML, le langage de mise en forme, de mise de style du web, le CSS, et le langage d'interaction avec les utilisateurs, qu'est le JavaScript. Donc, nous avons présenté pour le HTML sa syntaxe de base, sa structure. Pour le CSS, sa syntaxe de base, comment connecter notre CSS avec notre page HTML, comment cibler des éléments de notre page HTML pour leur appliquer des propriétés de style. Nous avons également vu comment connecter notre page, nos scripts JavaScript à nos pages HTML pour pouvoir interagir avec les utilisateurs. Nous avons pris l'exemple d'un petit formulaire d'addition. Il était question d'entrer deux nombres via des champs de formulaire et d'afficher à l'utilisateur, lorsqu'il va cliquer sur un bouton, la somme de ces deux nombres. Donc, c'était le rappel de ce que nous avons fait durant les deux premières séances. Donc, cette séance-ci, nous allons nous concentrer donc sur le déploiement et l'optimisation et sécurité des sites web. Donc, lorsque l'on termine de réaliser nos sites web, nos pages web, il est question de mettre en production. Donc, mettre en production, c'est-à-dire mettre à la disposition des utilisateurs. Bien sûr, le processus de mise à disposition des utilisateurs est régi par des recommandations, par des normes, on va dire ça comme ça, que ce soit des normes de qualité, que ce soit des normes de sécurité que nous allons essayer de présenter globalement durant cette séance. Nous n'allons pas mettre en ligne un site web, mais nous allons présenter les bonnes pratiques pour pouvoir mettre en ligne nos sites web. Donc, nous parlerons des différentes options d'hébergement et de déploiement des sites web, des bonnes pratiques pour optimiser les performances des sites web, de la sécurité des sites web et des bonnes pratiques en matière de protection des données, et des outils pour le suivi et l'analyse des performances des sites web. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, il pourra m'arriver à certains moments de vous poser des questions et vous allez tout simplement répondre dans le chat. Question de rendre la séance assez interactive. À la fin de la présentation, nous aurons une session de questions-réponses où je vous passerai la parole pour me poser des questions, pour revenir sur les points que nous avons abordés, que ce soit cette séance-ci ou les séances passées. Donc, lors de votre prise de parole, vous allez vous présenter, nous dire de là où vous venez et votre question. Nous essayerons d'apporter des solutions à vos questionnements. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Les différentes options d'hébergement et de déploiement des sites web.
Dans ce chapitre, nous allons explorer les différentes options d'hébergement et de déploiement des sites web. Le choix de la solution d'hébergement est crucial pour assurer la disponibilité et les performances de votre site web. Nous allons examiner les options courantes, leurs avantages et leurs inconvénients. En premier point, nous allons parler de l'hébergement partagé. Déjà, quand on parle d'hébergement, il s'agit de quoi? Quand on parle d'hébergement, d'héberger en fait, c'est-à-dire lorsque nous allons concevoir nos projets web, que ce soit des sites web, des applications web, ils seront stockés en local sur notre machine. On a vu hier quand on écrivait notre code qu'on va créer un dossier localement dans notre machine. On va créer nos fichiers HTML, CSS et JavaScript pour structurer, donner du style et interagir avec les utilisateurs. Maintenant, il est question donc pour nous de rendre ce projet local dans notre machine disponible dans le web. Donc, on parle donc d'héberger. Nous irons donc déposer notre projet sur une plateforme qui va stocker notre projet et rendre notre projet disponible pour les utilisateurs. Donc, ces plateformes donc, offrent donc plusieurs solutions d'hébergement que nous allons présenter. Donc, la première solution, tant pour moi, c'est l'hébergement partagé. L'hébergement partagé est une option abordable où plusieurs sites web partagent les ressources d'un même serveur. Cela convient aux petits sites web à faible trafic, mais peut entraîner des limitations en termes de performance et de personnalisation. Plus tard, nous allons montrer un schéma pour expliquer en fait les différents modes d'hébergement. En guise d'exemple de services d'hébergement partagé populaires, nous avons SiteGround. Il propose des plans d'hébergement partagés abordables et conviviaux pour les débutants. Les serveurs virtuels privés, VPS en abréviation. Les serveurs virtuels privés offrent une meilleure performance et une plus grande flexibilité que l'hébergement partagé. Chaque site web est hébergé sur une machine virtuelle indépendante avec ses propres ressources dédiées. En guise d'exemple de fournisseurs de VPS populaires, nous avons Digital Ocean. Il propose des serveurs virtuels privés avec des options d'évolutivité et de personnalisation avancées. En troisième point, nous avons les services de cloud computing. Les services de cloud computing tels que Amazon Web Services et Google Cloud Platform offrent une extensibilité et une disponibilité élevée. Ils permettent de déployer et de gérer des applications web à grande échelle. Donc, comme nous l'avons cité en exemple, le plus populaire, le plus courant est AWS. Il facilite le déploiement et la gestion d'applications web en fournissant une infrastructure évolutive et une configuration simplifiée. L'hébergement dédié. L'hébergement dédié implique la location d'un serveur physique entier dédié à un seul site web. Cela offre un contrôle total sur les ressources et la personnalisation, nécessite des compétences techniques et peut être coûteux. Par exemple, OVH propose des solutions d'hébergement dédiées avec une grande flexibilité et des performances optimales pour des sites web à fort trafic. Donc, avec ce schéma, j'espère qu'il est suffisamment clair de votre côté. Nous allons revenir sur les différents types d'hébergement et essayer d'expliquer pour que ce soit un peu plus compréhensif pour tout le monde. Donc, nous allons commencer par les serveurs partagés. Donc, quand on parle de serveurs partagés, ça veut dire que nous allons souscrire à un service d'hébergement chez un fournisseur d'hébergement. Donc, je dirais par exemple que l'entreprise X propose des solutions d'hébergement. Le client, monsieur Y, veut héberger son site web. Donc, il va donc se connecter sur la plateforme de l'hébergeur X et souscrire à un serveur partagé. Qu'est-ce qu'un serveur partagé? Il s'agit en fait d'une machine. Un serveur, c'est quoi? C'est une machine. Comme nos PC, on peut dire que nos PC sont des serveurs. Donc, ce sont des machines qui tournent à plein temps, donc qui ne s'arrêtent jamais. Donc, sur ces machines, donc, nous allons donc avoir la configuration que nous connaissons tous. Nous aurons des dossiers, nous aurons des fichiers.
Sauf que ces serveurs ont des dossiers spéciaux où seront stockées nos différentes applications. Je rappelle que nos applications sont des dossiers avec des fichiers de code. Donc, Monsieur Y qui a donc souscrit à un plan d'hébergement partagé chez le fournisseur X ira donc déposer son application dans un des dossiers proposés par Monsieur X. Donc, Monsieur X a en fait un serveur, une machine qui a un dossier. Et ce dossier comportera en fait l'ensemble des dossiers projets. Donc, il pourra avoir, donc, comme on va sur le schéma, le projet de Monsieur Y, le projet de Madame Z et le projet d'une quelconque autre personne. Donc, quand on parle de serveur partagé, ça veut dire que une machine est partagée par plusieurs utilisateurs. Donc, sur une machine, nous aurons plusieurs sites qui seront stockés sur cette machine. L'inconvénient, donc, directement qu'on peut voir, c'est que si le site de Monsieur X est très lourd en termes de ressources, ça va impacter sur les sites de Madame Z et de la quelconque autre personne qui aurait également hébergé son application chez le fournisseur X. Donc, le serveur partagé, généralement, ce sont des serveurs qui ne coûtent pas très cher, mais qui ont pour inconvénient le fait de partager notre ressource avec d'autres utilisateurs. Généralement, c'est ce que les petites entreprises ou des particuliers utiliseront comme solution parce qu'elles ne coûtent pas très cher. En termes de serveurs dédiés, c'est-à-dire toujours nos clients allons souscrire à un serveur dédié sur une plateforme d'hébergement. Serveur dédié, c'est quoi? C'est que nous avons une machine physique qui sera mise à notre disposition. C'est-à-dire, cette fois-ci, on ne partage plus notre ressource avec d'autres utilisateurs. Nous avons une machine propre qui est dédiée pour nous. Donc, c'est comme si nous avions acheté en fait un ordinateur chez le fournisseur et que sur cette machine, sur cet ordinateur, nous avons installé notre application. Donc, l'avantage est que nous ne partageons pas la ressource avec quelqu'un d'autre, dont nous pouvons jouir pleinement de notre machine. L'inconvénient direct sera que la solution sera beaucoup plus chère parce que ça revient à pratiquement acheter tout un ordinateur juste pour nous, pour stocker notre application. Le VPS. Le principe du VPS est similaire au serveur dédié. Juste que le VPS, en fait, sera une machine qui va proposer des petites machines virtuelles aux utilisateurs. C'est-à-dire, nos clients allons venir souscrire à des machines virtuelles chez le fournisseur. Donc, la machine virtuelle est une mini-machine appartenant à une machine. On parlera généralement de virtualisation, c'est-à-dire sur une machine physique, je vais créer des mini-machines qui ne seront pas physiques, mais qui seront virtuelles. Donc, je vais simuler des machines, en quelque sorte, sur lesquelles mes utilisateurs pourront venir déposer leur application. Donc, j'aurai une machine physique qui aura des sous-machines virtuelles. Et chaque utilisateur viendra donc mettre son application sur une des sous-machines virtuelles. Donc, ils auront l'impression d'avoir une machine qui leur est dédiée, mais cette machine, en fait, ne sera pas tout un serveur physique, c'est-à-dire une machine à part entière. Il s'agira juste d'un serveur virtuel qui appartiendra à une machine physique. Donc, l'avantage ici est que ça revient plus bas que d'acheter tout un serveur. Et ça nous permet également d'avoir juste notre ressource. On ne partage pas en fait notre serveur avec quelqu'un d'autre. Pour mieux comprendre, si ma machine, tout bêtement, je dis que ma machine a un espace de stockage de 20 gigas, je crée 3 machines et je vais diviser mes 20 gigas pour ces 3 machines. Donc, en supposant que chacune des machines aura à peu près 10 gigas de stockage. Ça veut dire que l'utilisateur ici en vert disposera de 10 gigas de stockage. Celui en rouge de 10 gigas de stockage, celui en bleu de 10 gigas de stockage. Donc chacun aura en fait un stockage qui lui sera propre. Mais ces 3 machines ne sont pas des machines physiques. Elles n'existent pas réellement. Ce sont des sous-machines qui découlent de la machine principale du fournisseur d'accès. Donc, ce plan d'hébergement
est une alternative au serveur dédié, est beaucoup moins cher et vient résoudre la problématique du serveur partagé. Donc, il sera généralement utilisé couramment par des entreprises avec des ressources un peu plus conséquentes, mais qui ne vont pas aller prendre le dernier plan qu'on verra qui est extrêmement cher, qui est le plan cloud. Le plan cloud, c'est quoi? C'est en fait, je ne dispose plus d'une machine physique. Donc, quand on parle de serveur, en fait, c'est, j'ai une entreprise, comme je vous ai dit, un fournisseur qui a des machines qui mettent à la disposition des utilisateurs. Le cloud, c'est différent. Le cloud, vous l'utilisez chaque jour. Vous allez stocker vos documents sur le cloud et c'est tout le temps disponible. Que vous soyez sur votre téléphone, sur votre machine, que vous alliez même sur la machine d'un autre utilisateur, vous avez juste à vous connecter à votre cloud pour pouvoir récupérer vos fichiers. Dans le cloud, en fait, ce n'est plus une machine physique, mais c'est en fait des serveurs qui sont sur Internet. Ce qui fait donc que à partir de n'importe quelle machine, n'importe quel poste, on peut se connecter à notre serveur depuis Internet. C'est la solution qui est utilisée par les très grosses entreprises, notamment les entreprises qui vont faire dans des technologies assez conséquentes, assez récentes, ce qui leur permet d'avoir la haute disponibilité de leurs données. Donc, si l'inconvénient des trois précédents plans, c'est que si la machine principale tombe en panne, notre site web ne sera plus disponible. Alors qu'ici, la machine étant stockée sur le web, ne tombera jamais en panne. Ou du moins, on n'aura pas ce problème de panne. Donc, on aura la haute disponibilité. Donc, ce plan d'hébergement coûte extrêmement cher. Et généralement, on ne paye pas. Les autres plans, c'est généralement on paye à l'année ou bien on paye au mois. Ici, on paye la ressource à l'heure. Donc, c'est en fonction de l'utilisation de la ressource sur une période qui est généralement cotée à l'heure qu'on paye la ressource. On peut se retrouver en train de payer ce qu'on aurait payé en une année, en une seule heure, si on a un gros trafic sur notre site. Donc, voilà ce qu'il en est des serveurs. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter quelque part pour me les reposer durant la phase de questions-réponses. Les bonnes pratiques pour optimiser les performances des sites web. Dans ce chapitre, nous allons aborder les bonnes pratiques pour optimiser les performances des sites web. Une performance optimale est essentielle pour offrir une expérience utilisateur fluide et réactive. Nous allons explorer des techniques d'optimisation et des outils pour améliorer les performances de votre site. Optimisation des ressources. Réduire la taille des CSS, JavaScript et des images, minifier les requêtes HTTP et utiliser la mise en cache du navigateur sont des pratiques courantes pour optimiser les ressources d'un site web. Donc, hier déjà, lorsque nous étions en train de développer, lorsqu'on travaillait sur les fichiers CSS, je vous ai dit généralement, moi je mettais les espaces, mais généralement les fichiers CSS et même les fichiers de code, on va éviter de mettre beaucoup d'espace parce que un espace, c'est une taille en mémoire que l'on va consommer. Donc, le but, c'est que nos fichiers soient les moins lourds possibles pour pouvoir les déposer sur le serveur. Je rappelle que le serveur est une machine, donc un espace de stockage limité. Donc, si mon serveur a un espace de stockage, par exemple, de 10 gigas, et que mon application à elle seule pèse déjà 9 gigas, je me rends compte que j'aurais déjà saturé mon serveur. On peut l'observer avec nos téléphones portables, que quand la mémoire du téléphone est presque pleine, le téléphone commence à perdre en termes de ressources. Donc, notre téléphone n'est plus aussi puissant que quand il était relativement vide en termes d'espace. Donc, il est très important que notre application soit la moins lourde possible lorsqu'on va la déployer sur un serveur. Donc, pour ça, il y a des bonnes pratiques, notamment minifier nos fichiers de code, réduire le taille de nos images, donc compresser nos images. Donc, il existe des solutions en ligne qui nous permettent donc d'optimiser nos images et de minifier notre code, notamment les solutions de compression d'images telles que Sketch ou TinyPNG. Optimisation du temps de chargement.
Réduire le temps de chargement des pages est essentiel pour retenir les visiteurs. Cela peut être réalisé en optimisant le code, en utilisant la mise en cache, en comprimant les fichiers et en minifiant les ressources. Donc, on revient encore sur le même jargon. Juste qu'ici, en fait, on parle plutôt du temps de chargement de la page. Durant la première séance, je le disais, si quelqu'un a une très bonne connexion Internet, il peut venir sur notre site et en 2-3 secondes, il accède à toutes nos ressources. Si quelqu'un a une connexion Internet qui est un peu plus lente, ça peut lui prendre un peu plus de temps. Et généralement, l'utilisateur, quand il va entrer l'adresse de notre site, si 5 secondes ou 8 secondes après, il n'a pas de résultat, il sera, il sera amené à passer à autre chose. Donc, il voudra aller voir sur un autre site. Donc, il est capital pour nous utilisateurs, pour nous développeurs autant pour moi, de rendre le temps de chargement de nos pages le plus petit possible. C'est-à-dire, généralement, c'est de l'ordre de 3 secondes. Si en 3 secondes, ma page n'est pas chargée, je peux perdre facilement 10 à 15 utilisateurs qui n'auront pas la patience d'attendre que toutes mes ressources se chargent avant d'afficher ma page. Donc, une technique courante pour réduire le temps de chargement et la minification est la minification du code CSS et JavaScript. Vous pouvez utiliser des outils tels que Uglify.js ou Tersor pour supprimer les espaces, les commentaires et les caractères inutiles du code. Donc, ici, dans le document, vous aurez les liens vers ces technologies, vers ces outils qui pourront vous aider donc notamment à supprimer les espaces dans vos codes pour rendre les fichiers les moins lourds possibles. Tests de performance. Effectuer des tests de performance réguliers est important pour identifier les goulots d'étranglement et les zones à améliorer. Utilisez des outils de tests de performance tels que Google Page Insight, GTmetrix ou Web Page Test pour évaluer les performances de votre site web. Donc, on revient toujours à ce que j'ai dit précédemment, c'est d'évaluer en fait les performances du site. Généralement, les performances, c'est en termes de temps de chargement, en termes de minification du code, en termes de réduction des requêtes. Donc, vous avez des outils qui permettent de mesurer ces aspects de votre site et de corriger en cas d'erreur. Donc, lors de l'utilisation de Google Page Insight, l'outil fournit des recommandations spécifiques pour améliorer la performance de votre site web, telles que la compression des ressources, la mise en cache et l'élimination des rendus bloquants. Optimisation pour les appareils mobiles. L'optimisation pour les appareils mobiles est essentielle compte tenu de l'utilisation croissante des smartphones et des tablettes. Assurez-vous que votre site web est réactif. Utilisez des images adaptatives et réduisez la taille des ressources pour améliorer la vitesse de chargement sur les appareils mobiles. Donc, nous savons tous qu'il est clair que sur un écran un peu plus large, nous pouvons nous amuser à mettre des images assez grandes. Maintenant, si l'utilisateur ouvre notre site avec un téléphone, nous devons être capables d'adapter nos images en fonction de la taille de l'écran de l'utilisateur. Donc, l'image qui est très grande sur le téléphone, sur le PC, devra être réduite sur le téléphone pour que l'utilisateur puisse avoir la même expérience d'utilisation que s'il était sur son PC. Par exemple, utiliser des techniques de conception adaptative, pour créer des sites web qui s'adaptent automatiquement à différents appareils et à taille d'écran. Hier, durant la phase de code, je parlais du responsive notamment, c'est-à-dire notre contenu doit pouvoir s'adapter en fonction de la taille des écrans. Donc, il doit être responsif. La sécurité des sites web et les bonnes pratiques en matière de protection des données. Dans ce chapitre, nous allons aborder la sécurité des sites web et les bonnes pratiques pour protéger les données sensibles. La sécurité est cruciale pour protéger vos utilisateurs et votre entreprise contre les attaques et les violations de données. Utilisation des protocoles de sécurité. Utilisez HTTPS pour chiffrer les communications entre les utilisateurs et votre site web. Cela garantit que les données transmises sont sécurisées
et protéger contre les interceptions malveillantes. Bon. Durant la première séance, nous parlions du protocole qui est utilisé. Ah, autant pour moi, mon écran n'était plus partagé. Donc, si vous voyez à nouveau mon écran, bien moi me signaler dans le chat, s'il vous plaît. D'accord, ok. Donc, je vais revenir en arrière. Je crois que l'écran s'est départagé à peu près. Allô? Oui, allô? Vous m'entendez? Donc, je disais que je vais revenir en arrière. Je pense que l'écran a... Je vais recommencer avec ce point, une pratique pour optimiser les performances des sites web. Donc, dites-moi si vous voyez mon écran. OK. Je crois que c'est le flux c'est la connexion. Quand la connexion vacille, en fait, mon écran, le partage d'écran. Donc, vous allez excuser si parfois ça part, après ça revient. Donc, je reviens sur les bonnes pratiques pour optimiser les performances des sites web. Je crois que c'est à ce niveau que l'écran a lâché. Donc, dans ce chapitre, nous allons aborder les bonnes pratiques pour optimiser les performances des sites web. Une performance optimale est essentielle pour offrir une expérience technique d'optimisation et des outils pour améliorer les performances de vos sites web. Optimisation des ressources. Réduire la taille des fichiers CSS, JavaScript et les images, minifier les requêtes HTTP et utiliser la mise en cache du navigateur sont des pratiques courantes pour optimiser les ressources d'un site web. Donc, ici, j'ai pris un exemple. J'ai fait comprendre en fait que un site web, on doit retenir, nous sommes des développeurs, nous devons retenir qu'un site web à la base, c'est un projet, un dossier de projet avec des fichiers. Ce dossier de projet, autant pour moi, nous allons l'exporter de notre machine vers la machine serveur de notre user. Donc, ça veut dire que sur le serveur également, nous allons retrouver toujours notre même dossier de projet avec nos mêmes fichiers qui auront bien sûr une taille sur la machine serveur de notre hébergeur. Donc, en supposant que la machine serveur de notre hébergeur ait un espace de stockage je dis tout bêtement, de 10 gigas et que notre projet à lui seul pèse aux alentours de 9 gigas. Donc, on voit que nous avons déjà consommé la quasi-totalité de l'espace prévu par notre hébergeur pour notre solution. Donc, nous allons
réduire les performances de notre application. Donc, il est important, de notre côté développeur, quand on est encore en local sur notre machine, de rendre notre application, notre dossier projet, le moins lourd possible, pour qu'une fois qu'il sera uploadé sur le serveur de l'hébergeur, il soit le plus fluide possible pour permettre aux utilisateurs d'avoir une expérience de navigation très simple. Donc, il existe des outils en ligne qui nous permettent donc de réduire donc la taille de nos fichiers, de supprimer les espaces de supprimer les espaces inutiles dans notre code. Donc, et d'optimiser nos images. Donc, en guise d'outils pour optimiser nos images, nous avons Sketch ou TinyPNG. Il y en a plusieurs, ce sont les plus populaires, qui nous permettent donc de réduire la taille des images sans compromettre leur qualité visuelle. Réduire le temps de optimisation du temps de chargement. Réduire le temps de chargement des pages est essentiel pour retenir les visiteurs. Cela peut être réalisé en optimisant le code, en utilisant la mise en cache, en comprimant les fichiers et en minifiant les ressources. Donc, optimiser le code, c'est tout simplement réduire le nombre de requêtes, réduire le temps de chargement de la page. Donc, ici également, je disais que si une page met trop long à s'ouvrir, la majorité des utilisateurs vont se décourager et vont fermer l'onglet. Donc, il faudrait que l'ordre de chargement de notre page, le temps recommandé est de l'ordre de 3 secondes. Donc, si notre site met plus de 3 secondes à s'ouvrir, nous allons perdre un maximum d'utilisateurs. Maintenant, ça va varier en fonction de la connexion également de l'utilisateur, mais il est obligatoire pour nous développeurs de prendre cela en considération lorsque l'on développe nos applications, nos sites web. Utiliser la mise en cache. La mise en cache, c'est quoi? La mise en cache, en fait, c'est lorsque je vais me connecter pour une première fois sur ton site, tu dois mettre en place, développeur, des outils qui vont mettre en cache. Mettre en cache, c'est quoi? C'est en quelque sorte sauvegarder le site dans le navigateur de l'utilisateur. Ce qui fait que la prochaine fois qu'il va revenir sur mon site, je ne vais pas lui recharger complètement l'entièreté de ma page web. J'irai d'abord prendre ce qu'il avait en cache et ça que je vais lui afficher. Ce qui fera que quand il va venir, il aura l'impression que la page s'est directement ouverte, alors qu'en fait, je suis allé d'abord charger ce qui était déjà stocké dans sa machine, dans son navigateur, avant de lui afficher les nouvelles informations. Donc, ça qu'on dit mettre en cache, c'est en fait stocker des éléments dans le navigateur de l'utilisateur pour qu'à la prochaine fois qu'il revienne à sa prochaine connexion sur le site, on lui charge d'abord ce qui est déjà présent dans son navigateur, qui prendra très peu de temps à se charger avant de lui afficher le nouveau rendu de notre page. Comprimant les fichiers et en minifiant les ressources. Donc, compresser les images, supprimer les espaces inutiles dans nos fichiers de code. Donc, comme technique courante pour réduire le temps de chargement, nous avons la minification du code CSS. On peut utiliser des outils tels que Uglify.js ou Terser pour supprimer les espaces, les commentaires et les caractères inutiles dans le code. Tests de performance. Effectuer des tests de performance réguliers est important pour identifier les goulots d'étranglement et les zones à améliorer. Utiliser des outils de tests de performance tels que Google PageSpeed Insight, GTmetrix ou Web Page Test pour évaluer les performances de votre site. Alors, si on prend le cas de Google PageSpeed Insight, l'outil fournit des recommandations spécifiques pour améliorer la performance de votre site web, telles que la compression des ressources, la mise en cache et l'élimination des rendus bloquants. Donc, ces outils de mesure de performance vous diront en fait quelle est la performance de votre site en termes de chargement de page, en termes de minification du code, en termes de rendu également ergonomique, et vous donnera des recommandations pour améliorer les performances de votre site. Il y en a plusieurs, donc j'ai pris les plus populaires pour vous les énoncer ici.
Optimisation pour les appareils mobiles. L'optimisation pour les appareils mobiles est essentielle compte tenu de l'utilisation croissante des smartphones et des tablettes. Assurez-vous que votre site web est réactif, utilisez des images adaptatives et réduisez la taille des ressources pour améliorer la vitesse de chargement sur les appareils mobiles. Donc, nous sommes à l'ère du mobile first, c'est-à-dire nous sommes beaucoup plus sur nos appareils mobiles que sur nos PC. Donc, il est important pour nous, développeurs, de permettre que nos sites, nos applications web soient accessibles autant sur PC que sur les appareils mobiles, tablettes ou téléphones portables. Donc, on parle de responsive en général, c'est-à-dire adapter le contenu de nos écrans en fonction du contenu de nos pages, de nos sites web, en fonction de l'écran des utilisateurs. Donc, par exemple, utiliser des techniques de conception adaptative et des frameworks comme Bootstrap ou Foundation pour créer des sites web qui s'adaptent automatiquement à différents appareils et tailles d'écran. Sécurité des sites web et les bonnes pratiques en matière de protection des données. Dans ce chapitre, nous allons aborder la sécurité des sites web et les bonnes pratiques pour protéger les données sensibles. La sécurité est cruciale pour protéger vos utilisateurs et votre entreprise contre les attaques et les violations de données. Donc, avant de continuer, j'aimerais savoir euh, si parmi vous, il y a des personnes qui ont déjà eu à mettre des solutions, des sites Internet, des pages ou des solutions web en ligne. Et pour ces personnes, et même pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, en matière de sécurité, quelles sont les pratiques courantes que vous utilisez? Donc, répondez dans le chat, je vais essayer de parcourir et je vais voir un peu ce que vous proposez. Donc, pour des personnes, si parmi vous, il y a des personnes qui ont déjà eu à mettre des solutions web en ligne, généralement en termes de sécurité, quelles sont les mesures de sécurité qu'ils prennent pour éviter, par exemple, que leur site soit attaqué ou que leurs utilisateurs perdent leur information. Ou pour ceux qui ne l'ont jamais fait, quelles sont les pratiques que vous pouvez, par exemple, recommander? Donc, vous pouvez répondre dans le chat. Voilà. Créer des scripts, par exemple. Moi, j'ai fait plus confiance au site Internet avec le HTTP. Utiliser le protocole HTTP. Quelqu'un dit sur le domaine où tu as Adrien. Utiliser des mots de passe complexes lorsqu'on crée des comptes sur des plateformes. Oui. Donc, en général, lorsque vous allez choisir un hébergeur, donc, il y a des mesures de sécurité que nous, développeurs, devons mettre en place au niveau de notre code. Également, l'hébergeur, lui, au niveau de ses solutions d'hébergement, doit également prévoir des mesures de sécurité. Donc, lorsque vous allez faire le choix d'un hébergeur pour votre application, vous devez vous rassurer que l'hébergeur, là, en fait, respecte un certain critère de sécurité. Donc, ce que nous allons présenter par la suite sont des critères de sécurité que vous devez respecter, vous en tant que développeur, à minima, et également vos hébergeurs, à minima, doivent le respecter. Donc, comme vous l'avez dit, utilisez un protocole sécurisé, notamment HTTP, pour chiffrer les communications entre les utilisateurs et votre site web. Cela garantit que les données transmises sont sécurisées et protégées contre les interceptions malveillantes. Par exemple, la mise en œuvre de HTTP est l'utilisation d'un certificat SSL.
OTLS, pour sécuriser les communications entre les navigateurs des utilisateurs et votre site web. Cela crée un environnement sécurisé pour les transactions en ligne et la transmission des données personnelles. Donc, généralement, on vous parlera de hachage ou de cryptage de vos données. C'est-à-dire, un message, par exemple, que vous allez envoyer, bonjour, comment tu vas? Si moi, je viens l'intercepter, je n'aurai pas de bonjour, comment tu vas? J'aurai une série de caractères, de chiffres et autres incompréhensifs pour moi, utilisateur. Donc, on va en fait hacher, crypter, saler. Il y a plusieurs termes qu'on pourra employer pour dire simplement qu'on va coder vos informations lorsqu'ils vont circuler sur Internet. Donc, ce n'est pas le développeur qui crée le certificat de sécurité. C'est l'hébergeur qui met à la disposition du développeur un certificat de sécurité qui pourra rattacher à son nom de domaine. Donc, n'allez pas choisir un hébergeur qui ne vous propose pas des clés de sécurité pour vos noms de domaine. Gestion des vulnérabilités. Gardez votre site web à jour en installant régulièrement les mises à jour de sécurité des logiciels et des frameworks. Identifiez et corrigez les vulnérabilités connues pour réduire les risques de compromission. Par exemple, prenons l'exemple de la gestion des vulnérabilités dans WordPress, l'un des CMS les plus utilisés. WordPress publie régulièrement des mises à jour de sécurité pour corriger les failles de sécurité identifiées. Il est important de maintenir votre installation de WordPress à jour en installant ces mises à jour pour réduire les risques de piratage. Donc là, nous avons pris l'exemple de WordPress, mais nous pouvons également prendre l'exemple de notre code tout simplement. Donc, lorsque je vais développer mon application, je vais écrire mes scripts HTML, je vais écrire mon code HTML, ma feuille de style CSS, mon JavaScript. Je dois m'assurer d'être toujours à jour dans les normes de sécurité en ce qui concerne le HTML, le JavaScript et le CSS. Donc, quand vous allez faire un site web, ce n'est pas qu'on fait un site web. Dès qu'on l'a mis sur un serveur, on se dit, OK, bon, on a fait le gros boulot, on a fini avec. Un site web ne meurt pas. Un site web s'améliore en continu. C'est-à-dire, si j'ai fait mon site web en 2000, de 2015 à 2023, je dois chaque fois me rassurer que les normes de sécurité que j'ai mises en place en 2015, qui ont évolué entre-temps, mon site web respecte toujours ces normes de sécurité de 2015 à 2023. Donc, le développeur doit toujours se rassurer. Le site web qu'on met en ligne comme notre enfant, nous devons toujours nous rassurer que, en termes de garantie de sécurité, nous proposons toujours la meilleure sécurité qui soit pour nos sites web. Il en va de même pour les hébergeurs. Un hébergeur qui ne vous propose pas des systèmes de sécurité récents n'est pas un hébergeur fiable. Protection contre les attaques. Mettez en place des mesures de protection telles que des pare-feux, des systèmes de détection d'intrusion et des filtres de sécurité pour prévenir les attaques courantes telles que les injections SQL, les attaques par force brute, etc. Donc là, nous entrons un peu plus dans le domaine de la sécurité informatique. Donc, dans la sécurité informatique, vous allez entendre parler de failles de sécurité. Elles sont courantes. On parlera de la faille XSS, de l'injection SQL, l'injection de code, de l'hameçonnage. Il y a plusieurs failles de sécurité que vous pouvez découvrir en faisant vos recherches sur les failles de sécurité. Donc, ces failles, vu qu'elles sont connues, en principe, il existe des méthodes pour pouvoir contourner ces failles, pour pouvoir bloquer ces failles. Donc, il est important pour nous développeurs de connaître ces failles de sécurité, de connaître les méthodes pour pouvoir contourner ces failles de sécurité. Donc, quand je crée mon site, si je ne sais pas qu'il existe la faille de sécurité, l'injection SQL ou bien l'injection JavaScript, lorsque je mettrai en place mes formulaires, il suffira à un utilisateur malveillant qui s'y connaît un peu de venir injecter du code dans mes formulaires et pouvoir récupérer les informations sur mon site. Donc, moi, en tant que développeur, j'ai pour responsabilité d'être toujours à jour sur ces failles de sécurité et sur les moyens et méthodes pour pouvoir contourner ces failles de sécurité.
Par exemple, un exemple courant de pare-feu d'application web, WAF, est Mode Security. Il examine le trafic entrant et sortant pour détecter et bloquer les attaques courantes en protégeant ainsi votre site web contre les tentatives d'intrusion. Sensibilisation à la sécurité et formation. La sensibilisation à la sécurité et la formation des utilisateurs et des développeurs sont essentielles pour réduire les risques liés à la sécurité. Éduquer les utilisateurs sur les bonnes pratiques en matière de mots de passe, d'authentification à deux facteurs et de partage d'informations sensibles. Vous voyez toujours mon écran. Il y a quelqu'un qui dit qu'il ne voit plus mon écran. D'accord. Donc, si ça passe, ça revient, c'est que soit la connexion n'est pas très fluide de mon côté ou du vôtre. Donc, rassurez-vous toujours que vous voyez mon écran et signalez-moi si vous ne le voyez pas dans le chat. Donc, là, ça revient à ce que j'explique depuis le début. Il faut sensibiliser à la sécurité et se former. Non seulement former les utilisateurs, mais également nous former, nous, en tant que développeurs, pour connaître quelles sont les failles de sécurité et quels sont les moyens pour pouvoir contourner ces failles. Et également, quels sont les outils qui nous aident à sécuriser nos sites web. Parce que nous n'allons pas mettre tout en place de nous-mêmes. Nous pouvons faire confiance à des plateformes qui font dans la sécurité et qui nous proposent donc de sécuriser nos applications. Elles peuvent être payantes, ces plateformes, elles peuvent être gratuites. Les outils pour le suivi et l'analyse des performances des sites web. Dans ce chapitre, nous allons explorer les outils disponibles pour le suivi et l'analyse des performances des sites web. Ces outils vous permettent de collecter les données, de mesurer les performances, d'analyser les tendances et d'identifier les problèmes pour améliorer l'expérience utilisateur. Comme premier outil, nous pouvons citer Google Analytics. C'est un outil puissant pour suivre et analyser les performances d'un site web. Il fournit des informations sur les visiteurs, le comportement des utilisateurs, le taux de rebond, les conversions, etc. Par exemple, utilisez Google Analytics pour suivre le nombre de visiteurs, les pages les plus populaires, le temps passé sur le site, les sources de trafic, etc. Vous pouvez également définir des objectifs de conversion pour mesurer les performances de vos campagnes marketing. Donc ici, il s'agira beaucoup plus d'outils de marketing et de monitoring également. Donc, quand on parle de monitoring, c'est toujours la mesure de performance. Donc, si j'ai un site de vente en ligne, par exemple, il est important pour moi, au-delà de vendre mes produits, il est important pour moi, responsable de la marque, du produit, de savoir si mes produits sont rentables. Donc, si je vends dans une boutique, c'est d'observer quels sont les produits qui sont les plus demandés, quels sont les produits qui passent le mieux. Maintenant, si je vends à travers Internet, c'est le même principe. C'est de savoir quels sont les produits qui sont les plus demandés, quels sont les produits qui sont les plus consultés, quels sont les produits qui sont les moins consultés. Ces informations de base, je ne les aurais pas sans avoir des outils qui me permettent donc de mesurer dans le taux de trafic sur mes pages web. Donc, avec Google Analytics et avec encore d'autres outils, il est le plus populaire. Je pourrais donc monitorer, mesurer le trafic sur mes pages, connaître quels sont les produits qui sont les plus demandés, quelles sont les tendances des consommateurs, quelles sont les personnes qui consultent le plus mes pages, de quel pays ils viennent, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a beaucoup de critères sur lesquels je peux me baser pour orienter mon plan marketing et mieux vendre mes produits. Outils de suivi des performances côté serveur. Les outils de suivi de performance côté serveur collectent des métriques sur le temps de réponse du serveur, l'utilisation des ressources, les erreurs, etc. Ces outils vous aident à identifier les goulots d'étranglement du serveur et à optimiser les performances. Un exemple d'outil de suivi des performances côté serveur est New Relic. Il vous permet de surveiller les performances de votre infrastructure
d'analyser les transactions et d'obtenir des informations détaillées sur les performances de votre site web. Tests de charge et de stress. Les tests de charge et de stress simulent les situations, autant pour moi, de trafic élevé pour évaluer les performances d'un site dans des conditions extrêmes. Ces tests vous aident à identifier les limites de votre site et à prendre des mesures pour améliorer les performances. Un exemple d'outil de test de charge est Apache JMeter. Il vous permet de simuler des utilisateurs virtuels pour mesurer le temps de réponse, l'évolutivité et la stabilité de votre site web sous différentes charges. Donc, on parlera dans le jargon des développeurs de la montée en charge. Donc, c'est généralement une partie qui fait défaut à beaucoup de développeurs. Nous savons développer, nous savons très bien développer et nous mettons souvent en ligne des solutions qui sont fonctionnelles. Mais très souvent, on mesure, lorsqu'on fait nos tests, on fait nos tests à des échelles minimes. Donc, on va mesurer pour un utilisateur, pour 2 utilisateurs, pour une dizaine. Mais le comportement ne sera pas toujours comme ça dans le cas réel. Je peux par exemple avoir toujours une boutique de vente en ligne. Je mets en ligne un produit et j'ai 100, 200, 300, voire des milliers de consommateurs qui se connectent en même temps pour consulter ce produit-là. Ce sont des cas de figure que nous ne pouvons pas mesurer très facilement lorsqu'on code. Puisque lorsqu'on code, on n'a pas en face de nous 100 utilisateurs. Nous avons juste nous qui testons. Donc, nous avons donc des outils qui nous permettent donc de mesurer donc en fait notre code à l'échelle d'un certain nombre d'utilisateurs pour voir le comportement de notre code. Très souvent, lorsque il y a un certain nombre d'utilisateurs qui se connectent en même temps, notre code commence à avoir des dysfonctionnements. Et très vite, on peut avoir des bugs ou on peut avoir des comportements inattendus. Donc, il est préférable, comme on dit, prévenir vaut mieux que guérir. Il est préférable de déceler ces bugs-là avant de mettre notre solution en production. Outils de suivi des performances côté client. Les outils de suivi des performances côté client collectent des données sur les performances d'un site web du point de vue de l'utilisateur final. Ils mesurent le temps de chargement des pages, la vitesse d'exécution du code JavaScript, les erreurs d'affichage, etc. Un exemple d'outil de suivi de performance côté client est Lighthouse, une extension de navigateur développée par Google. Il fournit des audits de performance, d'accessibilité, de bonnes pratiques et de référencement pour votre site web. Bon, nous restons toujours dans le suivi des performances de nos applications. Mais cette fois-ci, c'est côté utilisateur. Donc, comment est-ce que l'utilisateur va percevoir notre application? Donc, en termes de rapidité, en termes d'accessibilité, en termes de bonnes pratiques, notamment en termes de pratiques d'ergonomie, en termes de pratiques de référentiel W3C, en termes de référencement, parce que en termes de SEO ou de SEA, nous sommes bien positionnés. Donc, voilà ce qui conclut notre séance. Donc, je vous remercie pour votre attention. Nous allons passer à la phase de questions-réponses. Donc, pour ceux qui auront des questions, bien vouloir lever la main. Je passerai la parole à chacun d'entre vous. Nous allons répondre à toutes les questions. Ou du moins, nous allons essayer de répondre à toutes les questions. Et lorsque vous allez prendre la parole, bien vouloir vous présenter et nous dire de quel pays vous venez. Merci. Je vais passer la parole à Patrice Niembo. Donc, Monsieur Patrice, vous avez la parole. Vous activez votre micro, vous vous présentez, vous nous dites d'où vous venez et vous posez vos questions. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous, monsieur l'éditeur. Je m'appelle Patrice Niembo, depuis la République démocratique du Congo, l'RDC, précisément Académie.
Bon, je suis étudiant en ingénierie des systèmes d'information, dernière promotion du premier cycle. Ma question est de savoir que faire lorsque nous sommes victimes d'une piraterie? Merci. D'accord. Donc, si je reformule, en fait, si vous avez mis votre solution web en ligne, que vous avez été par un cybercriminel, que faire? Donc, ça va Oui. dépendre, en fait, de l'information. Bien vouloir couper votre micro, ok, merci, pour éviter d'avoir des échos. Donc, ça va dépendre, en fait, de la nature des informations que vous avez perdues ou de la nature de l'attaque que vous avez subie, en fait. Donc, si vous avez, par exemple, perdu des données confidentielles, par exemple, les mots de passe de vos utilisateurs ou bien les adresses de vos utilisateurs, la démarche à suivre rapidement serait d'abord de sécuriser votre base de données. Donc, généralement, c'est vrai que nous n'avons pas abordé dans nos présentations le volet base données parce que c'est un gros volet. Mais généralement, la base données, quand on développe, est souvent couplée à nos applications. C'est-à-dire, on va développer la logique métier, la logique de code. On va développer les interfaces pour les utilisateurs et on va stocker les informations dans les bases données. Donc, les bases données sont en fait des gros serveurs qui vont stocker les informations dont on aura besoin par la suite. Donc, la première chose à faire quand il y a eu fuite de données, c'est d'abord de récupérer toutes nos données dans notre base de données et de les stocker quelque part. C'est-à-dire de les retirer de là où ils étaient avant et de les mettre ailleurs et de supprimer la base de données qui a été piratée. C'est la première des choses. Parce que lorsqu'il récupère les informations, il est possible qu'il n'ait pas récupéré toutes les informations. Donc, dès qu'on a l'information, dès qu'on sait qu'on a été piraté, la bonne sécurité voudrait qu'on récupère d'abord toutes nos données et qu'on les sauvegarde ailleurs. Première des choses. Maintenant, ce qui va suivre, c'est déjà de s'excuser auprès des utilisateurs et maintenant d'essayer de trouver en fait par quel moyen on a été piraté. Donc, de voir si le problème vient de notre code à nous, si le problème vient de notre hébergeur, s'il y a une faille de sécurité chez notre hébergeur, ou alors si le problème vient des librairies ou des outils que nous avons installés de façon conjointe avec notre application. Parce que comme je vous l'ai dit hier, quand on développe, on ne développe pas tout en dur en fait. Quand je dis en dur, c'est qu'on développe, c'est développer tout de nous-mêmes. Généralement, on va prendre des librairies qui sont déjà préfaites et on va venir les greffer à notre site. Donc, il peut arriver que ces librairies que nous prenons aient des failles de sécurité. Ce qui fait qu'en venant les greffer à notre site, on prend ces failles et on les greffe à notre site également. Donc, après avoir sauvegardé nos informations ailleurs, après s'être excusé auprès de nos utilisateurs pour les données qu'on aura perdues, il faut maintenant chercher d'où vient le problème. On regarde au niveau du code si on a respecté les normes de sécurité. On regarde au niveau de l'hébergeur s'il a respecté les normes de sécurité. On regarde au niveau des librairies externes si elles respectent les normes de sécurité. Et si on ne trouve pas de solution, malheureusement, il va falloir tout simplement tout shut down le serveur, c'est-à-dire tout supprimer et tout réinstaller. Parce qu'il se pourrait que la faille vienne d'ailleurs. Donc, il vaudrait mieux tout supprimer, tout réinstaller et observer. Et observer si on aura le même problème sur une période relativement courte. S'il n'y a pas le même problème, on peut se dire qu'OK, en supprimant le serveur et en réinstallant tout, on a résolu le problème. Donc, parfois, on ne trouve pas la solution. Pour la petite histoire, ça m'est déjà arrivé personnellement d'être piraté. Je n'ai pas trouvé de solution. Donc, malheureusement, j'ai dû tout supprimer et tout réinstaller. C'est dommageant parce que, supposons, tu as une application qui tourne depuis 10 ans. Il faut supprimer 10 années
d'informations et réinstaller encore 10 années d'informations. Ça prend extrêmement de temps. Ce qui fait que durant la période où tu seras en train de réinstaller, ton site ne sera pas accessible pour tes utilisateurs. Ce qui fait que tu peux perdre des utilisateurs, tu peux perdre de l'argent, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, parfois, on ne trouve pas de solution. On est obligé de tout supprimer. Parfois, on trouve les solutions et on les corrige rapidement. Dans l'un ou l'autre des cas, c'est dommageant parce qu'on aura perdu non seulement en confiance vis-à-vis de nos clients, mais également en temps et en ressources côté infrastructure et côté code. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ça va dépendre vraiment de la nature de l'attaque. Mais généralement, c'est sécuriser les données, s'excuser auprès des utilisateurs et chercher d'où vient le problème et résoudre. J'espère avoir répondu à votre question. Je passe la parole à Monsieur ou Madame Tsoken Mafou-Djilan. Grand merci, le modérateur. Moi, Excusez-moi, vous êtes à peine audible. Votre micro est très bas. oh, merci de m'avoir. Allô? Moi, c'est. Allô? Oui, allô? Allô? Moi, c'est Token Dylan. Oui, oui. Je Mhm. pour intervenir. Nous avions parlé de la sécurité aujourd'hui, donc des outils côté client et comme serveur. Tout d'abord, Mhm. je viens du Cameroun, étudiant en réseau et sécurité. Et ce OK. que je voulais ajouter, c'est que lorsque nous codons, nous devions d'abord, avant d'abord d'utiliser ces outils, je pense que nous pouvions essayer d'utiliser aussi certaines fonctions de filtrage et de hachage au niveau de nos formulaires lors de la récupération des données avant l'envoi dans la base de données. Et Mhm. cela évite d'abord un grand nombre d'attaques. Exemple, des données peut-être, on l'exemple au niveau des formules, des champs noms et autres, on peut utiliser la fonction de filtrage HTML CSS pour filtrer les caractères, vu que vous avez parlé aussi des attaques telles que, bon, je crois il y a des trucs comme les injections SQL et autres là, ou si on vient envoyer un bon nombre de caractères et ça peut faire planter notre base de données. Et éviter de faire passer les mots de passe dans la base de données en clair, on doit les hacher en utilisant peut-être par exemple la fonction password hash. Bon, ça. Et aussi utiliser la méthode post au lieu de get pour crypter les deux. Bon, c'est ce que je voulais ajouter. Merci. D'accord. Merci pour votre intervention. Donc, comme il a si bien dit, faut préciser que ça dépend aussi des langages de programmation. D'un langage de programmation à un autre, les fonctions peuvent être différentes. Mais Oui. en général, la logique est, comme il a bien expliqué, c'est de crypter nos informations, les informations qui circulent de nos formulaires à notre serveur. Il faut crypter ces informations. Il faut utiliser des fonctions, des langages qu'on va utiliser pour pouvoir crypter dans nos informations. Il faut crypter les informations qu'on va stocker en base de données. Il faut utiliser en termes d'appels HTTP, les appels en post. Donc, comme je vous l'ai dit, j'évite très souvent d'employer trop de termes techniques parce que là, nous n'avons vu que les fondamentaux. Si je vous déploie trop de termes techniques, je risque de perdre beaucoup d'entre vous. Donc, il est question d'expliquer de façon à ce que tout le monde puisse se retrouver. Maintenant, avec vos recherches personnelles, vous allez pouvoir comprendre que ce qu'on expliquait là de façon basique, voilà à quoi ça correspond en termes techniques. Donc, merci pour votre intervention. Je passe la parole à M. Konda Ibrahima.
Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je m'appelle Konda Ibrahima, étudiant en génie logiciel au Burkina Faso, précisément à Ouagadougou. Moi, ma question était de savoir si c'est le serveur qui donne le nom et domaine de notre site ou bien le serveur pour héberger le site. Si c'est le, je ne vous ai pas bien compris, s'il vous plaît. Si c'est le serveur, Si c'est le serveur qui donne le nom et domaine. non. Donc, en termes de nom de domaine, comment ça se passe? En fait, donc, j'ai développé mon application qui, par exemple, permet de gérer les stocks. Je prends un exemple banal. J'ai fait une application web, un site web pour la gestion de stock. Maintenant, je décide de le mettre chez mon hébergeur. Mon hébergeur, en fait, me donne accès à une de ses ressources dans son serveur, comme on l'a vu avec, je choisis un plan d'hébergement, par exemple l'hébergement partagé, et il me donne accès à un dossier dans son serveur. Maintenant, son serveur a une adresse sur le web. On parle d'adresse IP. Donc, il m'enverra en fait l'adresse IP du serveur avec les paramètres de connexion et je vais me connecter ou alors je lui fournirai mon site pour qu'il se connecte et mettre mon site à l'endroit adéquat pour qu'il soit disponible pour les utilisateurs. Jusqu'à ce niveau-là, mon site n'est accessible que par l'adresse du serveur de mon hébergeur. Ça veut dire que si mon hébergeur est par exemple, je dis n'importe quoi, mon hébergeur est par exemple en Guinée-Conakry, ça veut dire que l'adresse que mon serveur a sera l'adresse qu'il a en Guinée-Conakry. Donc maintenant, moi, pour que mes utilisateurs puissent donc plus facilement se retrouver lorsqu'ils vont chercher ma page, je vais acheter ce qu'on appelle un nom de domaine. Donc, un nom de domaine, en fait, c'est juste un alias qu'on va venir en fait mettre sur l'adresse IP là qu'on m'aura fourni pour que les utilisateurs n'aient pas entré l'adresse IP parce qu'on ne retient pas facilement l'adresse IP. L'adresse IP, c'est une série de chiffres, les 143 points, machin, machin, machin. C'est difficile à retenir par. Pourtant, retenir un facebook.com, retenir un twitter.com, c'est plus facile. Donc, je vais acheter un nom de domaine. Je peux l'acheter n'importe où. Je peux l'acheter chez mon hébergeur. Je peux l'acheter chez d'autres hébergeurs ou chez d'autres fournisseurs. Donc, ce n'est pas forcément mon hébergeur qui va me vendre un nom de domaine. Il peut me vendre un nom de domaine, mais j'ai le choix entre le prendre chez lui ou chez quelqu'un d'autre. Mais à la fin, ce que je vais devoir faire, c'est que je vais devoir relier donc l'adresse IP qui m'a fourni à mon nom de domaine pour que lorsqu'on va taper mon nom de domaine sur le navigateur, on tombe sur ma page web. Donc, j'espère avoir répondu à votre question. OK. Je passe la parole à Monsieur Frise Molmé. Okay. Bonsoir. Bonsoir. Alors, bonsoir. Je suis Fritz Gordon Molmé, je viens d'Haïti, je suis haïtien. Alors, et je te dis merci pour votre présentation. C'est une très bonne présentation. Ma question concerne, alors, je parle concernant la protection contre les attaques. J'aimerais savoir concernant SQL et JavaScript, quelle est la meilleure application? Et puis, j'aimerais savoir beaucoup plus de SQL aussi. D'accord. Donc, l'autre question est de savoir entre SQL et JavaScript, qu'est-ce qui est meilleur? Donc, déjà, je tiens à préciser que c'est deux domaines différents. Donc, JavaScript est un langage de programmation client et serveur. Parce qu'aujourd'hui, JavaScript fait du client et du serveur. Donc, quand je parle de client, quand vous verrez en général dans les présentations, on parlera de client, c'est tout ce qui a trait à l'interface qu'on voit sur le navigateur. Donc, quand
quand on va sur un navigateur, si je prends l'exemple de Facebook, ce que le client, lui, voit, ce sont les différents blocs que Facebook a mis sur la page. Là où on viendra, là on va voir la photo de profil, là on va voir le message utilisateur, là on verra les différents messages des autres utilisateurs, on verra les publicités. Ce sont des blocs que Facebook a mis pour les utilisateurs pour faciliter leur expérience sur la page. Donc, on parlera d'interface client. Donc, pour faire ces blocs, nous avons donc besoin des langages de programmation qui sont le HTML, le CSS et le JavaScript. Donc, le JavaScript va intervenir à ce niveau. Il nous permettra donc de mettre l'interaction entre ces blocs-là et les utilisateurs. Maintenant, ce que l'utilisateur ne voit pas, c'est la partie serveur. La partie serveur, c'est quoi? C'est lorsque je viens sur Facebook et que je fais une recherche d'un utilisateur, je tape par exemple Monsieur Freeze Molmé sur Facebook et que je valide. J'ai émis une demande à Facebook et juste après, Facebook m'affiche plusieurs profils qui correspondent à ma demande. Donc, ce qui s'est passé entre le moment où j'ai saisi, j'ai validé et j'ai eu le résultat, il y a eu ce qu'on appelle un traitement. Le traitement, moi, je ne l'ai pas vu. Le traitement s'est fait en arrière-plan, il s'est fait de façon cachée. Et ce traitement est fait donc avec des langages qui sont dits langages serveurs, où on retrouvera donc Java, PHP, Python, même aussi JavaScript, et beaucoup d'autres langages, C#, ainsi de suite, qui sont les langages serveurs, qui vont donc nous aider à mettre en place la logique pour pouvoir traiter la demande. Donc, comment est-ce que je traite la demande de l'utilisateur qui me demande à avoir le profil de monsieur Freeze Molmé? Comment je traite cette demande-là et comment je lui envoie des résultats? Ça sera le rôle des langages serveurs. Maintenant, nous avons également des langages dits des langages de requête de base de données où l'on va retrouver SQL. Donc, le résultat qui est affiché me propose plusieurs utilisateurs. Ces utilisateurs, ils sont stockés quelque part. Donc, Facebook a en fait une sorte d'agenda où ils ont la liste de tous les utilisateurs. Donc, quand je fais une requête, mon langage serveur va demander à Facebook d'aller fouiller dans son agenda pour me ressortir toutes les personnes qui ont le nom correspondant au nom que j'ai mis dans ma recherche. Cette demande-là, en fait, donc, sera faite donc par un langage dit langage de requête. On retrouve donc SQL comme langage de requête. Donc, c'est deux langages différents. Le JavaScript sera le langage qui m'aidera à interagir entre mon interface et l'utilisateur, qui m'aidera également à traiter la demande de mes utilisateurs avec le serveur, tandis que SQL me permettra d'aller faire la recherche dans ma base de données et d'envoyer les résultats à mon serveur pour qu'il renvoie ces résultats à l'utilisateur. Donc, il n'y a pas véritablement de meilleur langage entre les deux. Donc, si on a fait une comparaison, ce sera peut-être entre JavaScript et un autre langage client ou un autre langage serveur, et entre SQL et un autre langage de requête, et non entre JavaScript et SQL. Donc, j'espère avoir apporté plus d'éclaircissement à votre question. OK. Donc, je passe la parole à M. Joseph Sengui. Bonsoir, vous m'écoutez? Oui, oui. Bon, merci pour la parole et puis merci pour la présentation. Très belle présentation. Bon, moi, j'ai des préoccupations. La première est de savoir comment choisir un meilleur hébergement. Quel est le meilleur parmi les types que tu nous as présentés? De deux, la deuxième préoccupation est de savoir à quel moment JavaScript devient un langage du côté serveur, parce que vous nous avez dit que JavaScript peut jouer aussi le rôle des langages du côté serveur et client. Et c'est
En quel moment? Merci. D'accord. La première question, le choix des hébergeurs. Pour choisir un hébergeur, vous allez vous baser sur plusieurs critères. Donc, quand je parle d'hébergeur, c'est tout simplement une plateforme qui va accueillir votre projet web et qui le mettra à la disposition des utilisateurs sur Internet. Donc, pour pouvoir donc choisir un hébergeur, vous allez vous baser sur plusieurs critères. Déjà, sur votre portefeuille. C'est le premier critère, le plus important. N'allez pas sur une solution comme AWS alors que vous n'avez pas un portefeuille bien garni. Parce que certes, c'est la meilleure des plateformes, mais vous n'aurez pas les moyens pour pouvoir accéder à ces ressources. Donc, la première question à poser, c'est par rapport à mon portefeuille, quelles sont les options dont je dispose? Maintenant, lorsque vous aurez bien cadré votre portefeuille, vous irez maintenant voir en termes de stockage. En termes de stockage, par rapport au plan d'hébergement, j'ai présenté plusieurs plans d'hébergement, l'hébergement dédié, l'hébergement partagé, le VPS et l'hébergement cloud. Donc, parmi ces 4 types d'hébergement, lequel me convient le mieux? Partager ne me convient pas parce que je ne veux pas partager mes ressources avec d'autres utilisateurs. Dédié est beaucoup trop cher pour moi. Je n'ai pas besoin d'avoir une machine juste pour moi. Le cloud, beaucoup trop cher pour moi. Donc, je penserais peut-être à un VPS, donc avoir une machine virtuelle, donc une sous-machine qui sera dédiée pour moi seul, mais qui ne sera pas toute une grosse machine qui coûte trop cher. Donc, si je pars sur un VPS, pour mon portefeuille, quelles sont les plateformes qui me proposent dans un VPS avec un bon espace de stockage, quand on parle de serveur, c'est véritablement une machine. Donc, les critères que vous aurez seront des critères de choix d'une machine. Donc, quand vous voulez acheter une machine, vous regardez le stockage, vous regardez la fréquence du processeur, vous regardez la rapidité d'exécution des processus, la RAM, vous regardez l'autonomie, mais bon, là, on ne parle pas d'autonomie. Vous regardez la puissance de calcul, ce genre de choses. J'ai parlé des processeurs déjà. Donc, vous y regardez l'espace de stockage, vous y regardez la RAM et la vitesse de calcul le processeur en plus simplement. Maintenant, lorsque vous aurez trouvé des plateformes qui proposent des meilleurs plans pour les serveurs, vous irez maintenant voir en termes de sécurité. Quelles sont les sécurités que la plateforme met en place? Vous vous documentez, essayez de voir quels sont les critères de sécurité minimales que doit vous fournir votre hébergeur. Maintenant, vous irez donc voir si l'hébergeur la propose ces critères de sécurité. Et maintenant, il vous restera juste donc de faire confiance en dernier point aux avis des utilisateurs. Très important de toujours regarder les avis des utilisateurs. Donc, si une plateforme est bien notée, ça veut dire que beaucoup d'utilisateurs ont consommé la plateforme et sont satisfaits. Si une plateforme est mal notée, ça veut dire qu'on l'a consommée et peut-être elle est mal notée. Maintenant, par la suite, vous allez vous faire votre propre idée de la plateforme. Mais déjà, il faut regarder votre portefeuille, les caractéristiques, le plan d'hébergement qui vous convient, les caractéristiques du serveur, les critères de sécurité de l'hébergeur et ensuite les avis utilisateurs. Là, c'était pour la première question. La deuxième question était de savoir à quel moment le JavaScript devient un langage serveur. Donc, c'est tout récemment, je parle de tout récemment, mais ça remonte à 2015 déjà. Ça fait aujourd'hui déjà 8 ans. Donc, ça fait depuis 8 ans, en fait, que le JavaScript est devenu un langage serveur également. Donc, le langage client, en fait, comme on l'a montré, le langage client nous permettra juste d'intercepter ce qui est passé par l'utilisateur et de l'envoyer au serveur. C'est ce que fait le langage client. Il prend les informations qui viennent depuis les interfaces utilisateurs et il les envoie au serveur. Maintenant, le langage serveur, qu'est-ce qu'il fait? Il traite ces informations-là et renvoie des réponses. Donc, par définition, le JavaScript le faisait déjà un peu parce qu'il prenait les informations depuis les navigateurs et retournait des réponses automatiquement à l'utilisateur, mais sans faire vraiment de traitement avec le serveur. Donc, ils ont juste, en fait, amélioré le langage
pour qu'il puisse répondre à tous les critères d'un langage serveur, c'est-à-dire traiter les différents types de requêtes clientes, donc les différents types de requêtes HTTP, envoyer les réponses appropriées au format de requête qui a été envoyé, mettre en place ce qu'on appelle le routage, mettre en place ce qu'on appelle les validations, mettre en place ce qu'on appelle les middleware, ainsi de suite, respecter les normes MVC, respecter les principes solides. Il y a beaucoup de critères qui font d'un langage un langage serveur. Au fur et à mesure que vous allez avancer dans l'apprentissage, du développement, vous allez connaître ces critères-là. Je ne peux pas énoncer tous ces critères-là maintenant. Mais c'est en fait, le langage JavaScript était déjà prédisposé à être un langage serveur. Donc, ils ont juste amélioré en fait ce langage-là pour qu'il soit un langage serveur, pour qu'il puisse traiter les informations qui viennent des navigateurs, faire des requêtes avec les bases données et afficher les résultats aux utilisateurs. Donc, j'espère avoir répondu à la question de M. Joseph. Ok, je passe la parole à Galaxy S8 Plus avant de revenir à M. Fritz. Ah, ok, bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Christian Tchabala. Je parle depuis la République démocratique du Congo. Ok, j'aimerais savoir, en termes de sécurité par rapport au langage JavaScript du côté serveur, est-ce qu'en termes de sécurité, c'est garantissant de pouvoir l'utiliser du côté serveur? Parce qu'avec ma petite expérience, quand on essaie de faire, même en les couplant avec Node, quand on essaie de faire l'inspection du code, on est en train de tout voir, tout ce qu'on a codé en termes de quoi ça décode. Est-ce que quelqu'un ne peut pas utiliser utiliser tous ces codes que j'ai pour pouvoir faire de l'injection, par exemple, de données, ou pouvoir peut-être créer une duplication de mon code pour pouvoir m'attaquer en quelque sorte? Ou il faudrait l'utiliser en couplant avec un autre langage de programmation, comme nous faisons par exemple, tu les fais, donc du JavaScript juste pour la présentation, plutôt pour les côtés clients, et puis tu le couples avec du PHP du côté serveur et pour pouvoir travailler ensemble en conformité. Parce que quand on essaie de voir le PHP, on n'arrive pas à le voir du côté client. Or, quand on regarde avec les JavaScript, quand on est en train de pouvoir coder du côté serveur, on a la possibilité de pouvoir inspecter ces codes et voir tout ce que nous avons codé en quelque sorte. Je ne sais pas si par rapport à votre expérience, vous avez la meilleure pratique pour pouvoir le faire. D'accord. Merci pour votre intervention. Je serai obligé, malgré moi, d'employer des termes techniques pour pouvoir répondre à votre question. Donc, je tiens à m'excuser pour les personnes qui peut-être ne comprendront pas. Je vais essayer d'être le moins technique aussi. Donc, déjà, quand on parle de langage de programmation, je suis de ceux qui ne font pas trop de débats sur quel est le meilleur langage de programmation par rapport à d'autres langages. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on choisit un langage de programmation en fonction du projet, en fonction des ressources et en fonction des équipes qui vont travailler sur le projet. Mais maintenant, personnellement, en tant que développeur, j'ai JavaScript. Ça a été le premier JavaScript. Et lorsque le JavaScript est passé ça fait beaucoup à connaître pour une seule personne. Donc, c'est plus facile pour moi. Là, c'est ma vie personnelle. Au niveau de l'inspection du code, oui, j'ai parlé de l'onglet, il y a un onglet réseau. On tombe sur le volet d'inspection du navigateur qui ont été effectuées sur notre PHP, le Java ou tout autre langage. Ces requêtes seront visibles. Donc, l'utilisateur pourra voir en fait les informations qui transitent à travers la plateforme. Donc, voilà pourquoi la première règle, en général, la première règle, comme l'a dit tout à l'heure un de nos intervenants, c'est qu'il faut crypter nos données. Donc, en cryptant nos données, même si je vais sur l'onglet réseau,
je vais voir les informations. Ça c'est propre à tous les langages de programmation, pas seulement le JavaScript. Je verrai les informations, mais je verrai les informations qui seront incompréhensibles pour moi. Maintenant, je peux même laisser ces informations, je ne les crypte pas. Mais au niveau de mon code, je dois mettre en place des barrières de sécurité. J'ai parlé des middleware tout à l'heure. Donc, le middleware, c'est quoi? En gros, c'est comme un agent de police qui va venir filtrer les requêtes qui vont venir. Donc, je dirais à mon middleware, tu ne vas accepter que les requêtes qui proviennent de mon serveur. C'est un peu comme ceux qui font réseau, qui font du filtrage d'adresses IP. Donc, vous allez peut-être travailler en entreprise et vous allez vous rendre compte que quand vous voulez peut-être accéder à un site, vous n'avez pas la possibilité d'accéder à ce site-là parce que les gars de réseau ont filtré les adresses IP et ont bloqué le site. Généralement, en entreprise, on bloque WhatsApp, on bloque Telegram, on bloque YouTube pour éviter la distraction du personnel. Donc, les gars de réseau le font déjà, ils filtrent les différentes adresses IP. Donc, pareil, on va installer une sorte de filtreur d'adresse IP sur notre site et lui faire comprendre en fait que ne pourront passer que les demandes qui proviennent directement de notre serveur. Donc, on sait que l'utilisateur qui va émettre une demande va émettre la demande via l'adresse IP de mon serveur. Maintenant, si un cybercriminel vient récupérer les informations et qu'il a besoin d'effectuer des traitements, il sera obligé de passer par une autre adresse IP qui ne sera plus l'adresse IP de mon serveur à moi. Et quand il viendra donc, ma barrière, mon agent de police va lui faire comprendre que non, vous n'êtes pas autorisé à accéder à cette ressource. Même s'il a toutes les informations clientes, il ne pourra pas accéder aux informations serveurs et aux informations base données. Généralement, dans le schéma de traitement, on dit que le client ne doit jamais communiquer directement avec la base donnée. Pour communiquer avec la base donnée, on passe par le serveur. Donc, je peux avoir toutes les informations clients, mais si je veux avoir les informations qui sont dans la base donnée, je dois passer par le serveur obligatoirement. Donc, pour pouvoir le faire, je dois passer par l'adresse IP de mon serveur. Si je passe par une autre adresse IP, mon middleware va filtrer et empêcher l'arrivée de cette demande-là. Donc, en JavaScript, il est très facile de mettre en place ces middleware-là. Donc, voilà un peu comment est-ce qu'on peut prévenir ce genre de comportement. Ou tout simplement, si on veut vraiment être radical, on va dire, OK, toutes nos données, on les crypte dans notre application. On ne laisse rien visible. Donc, j'espère avoir répondu à votre question. Okay, d'accord, merci. Donc, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, nous n'allons pas tarder beaucoup plus. Donc, comme je le dis à chaque séance, à la fin de la séance, le support et l'enregistrement seront disponibles chez vous. Donc, c'est toujours un plaisir pour moi d'échanger avec vous, de partager mon expérience avec vous, de répondre à vos questions, d'écouter également vos commentaires. Et j'espère vraiment, parce que c'est mon souhait, c'est que à chaque fois que vous vous connectez, vous rentrez avec des informations en plus pour vous aider dans vos carrières respectives. Donc, je vous remercie pour votre attention. J'espère vous retrouver nombreux pour la séance de demain, la dernière séance, qui sera une séance très, très importante. Donc, je vous invite vraiment à être présent massivement demain. Et je vous souhaite une bonne et excellente fin de soirée. Merci également à vous. On se dit à demain. Demain, 18h GMT, 19h Afrique centrale. Soyez à l'heure, soyez nombreux. Ça sera une séance très importante. Nous allons partager, on parlera du rôle des développeurs web. Quel est le rôle d'un développeur web? Quelles sont les perspectives de carrière pour un développeur web? Qu'est-ce que le freelancing? Comment se faire de l'argent en tant qu'indépendant en développeur web? Je partagerai avec vous mon expérience. Je vous dirai tout ce que vous aurez besoin de savoir pour vous aider également à pouvoir cheminer dans la carrière de développeur web. Donc, soyez vraiment massivement présents demain. Merci.